Bonjour à tous. Écoutez, je vais essayer de faire une petite revue sur la situation actuelle de la vaccination anti-Covid et évidemment de l'implication des variants et spécifiquement à la fin de l'Omicron par évidence. Juste pour situer la situation, je vous rappelle qu'en janvier, nos chers amis français, nos chers concitoyens râlaient parce qu'il y avait des retards dans le développement et surtout l'approvisionnement en vaccins. Et puis le temps a passé et aujourd'hui, c'est plutôt... pour certains, heureusement, une petite minorité, on le reverra, mais c'est plutôt me faire vacciner, plutôt crever. C'est 5 millions de Français qui disent ça, à des degrés divers. Ça agace le président de la République. Bon, c'est une réalité qui pose problème. Hein. On vous verrez dans les chiffres tout à l'heure à propos de qui est aujourd'hui à l'hôpital à cause du Covid. Très brièvement, je vous rappelle des notions que vous connaissez, je pense. D'accord. Le SARS-CoV-2 est un coronavirus dont le matériel génétique est un ARN simple brun. Vous avez à droite une image à peu près de ce qu'est le virus avec la couronne qui donne le nom coronavirus et la fameuse protéine spicule qui est essentielle pour la biologie du virus et essentielle pour la réponse immune neutralisante contre le virus. Vous savez qu'il y a au moins 2 familles de coronavirus, les alpha-coronavirus, dont 4 sont responsables d'infections ORL banales aujourd'hui chez l'homme. Ils ont probablement dans le passé été plus sévères. On espère que ça sera l'évolution aussi du SARS-CoV-2. Il y a les bêta-coronavirus, 3 responsables de pneumonie grave, le MERS au Moyen-Orient, heureusement épidémie limitée, SARS-CoV-1 en Chine, également épidémie relativement limitée, et SARS-CoV-2 donc aujourd'hui. Et enfin, je vous rappelle que ce virus provient du monde animal, donc c'est une zoonose avec des virus apparentés chez la chauve-souris, mais quand même relativement éloignés des autres intermédiaires possibles, mais que l'on ne connaît pas. Pardon, je suis en train d'aller en arrière, ça ne va pas. Et bien sûr, vous savez que la maladie, elle est quand même, heureusement, dans l'immense majorité des cas bénignes, ça dépend des variants, mais donc dans la situation favorable, on observe ce qui est indiqué sur la diapo en termes de charge virale et de réponse immunitaire. Il y a évidemment immédiatement en vert sur ce diagramme la réponse de l'immunité innée, notamment, pas exclusivement, mais la production des interférons de type 1 et de type 3, suivie de la réponse adaptative, les anticorps et les T. Et l'un dans l'autre, ceci permet de contrôler la réplication virale, donc qui se situe essentiellement au niveau des voies aériennes supérieures, et l'infection guérit. Mais évidemment, il y a l'alternative défavorable, dans une minorité de cas, mais on va le voir, cela représente en nombre absolu quand même beaucoup de patients, où le système immunitaire, pour des raisons variées, n'arrive pas à contrôler l'infection. La charge virale ne fait que croître. Et il y a, comme vous le savez, secondairement, la possibilité d'une réaction immunopathologique, notamment liée à l'exacerbation d'un certain type d'immunité innée, je n'entre pas dans les détails, et un affaiblissement de l'immunité adaptative, au moins des lymphocytes, et qui peut conduire au décès dans un contexte de syndrome de détresse respiratoire aiguë et d'autres pathologies diffuses, de thrombose, etc. Je me permets de vous rappeler que, évidemment, ces situations sont particulièrement fréquentes chez les sujets les plus âgés, chacun le sait, que les comorbidités jouent un rôle important, je le remontrerai dans un instant, et que le prix à payer est lourd en France. Les chiffres français, c'est aujourd'hui plus de 600 000 personnes depuis 2 ans ont été hospitalisées pour Covid, 126 500 décès, et dans le monde, on en compte au moins 5,8 millions, sachant que ce chiffre est très sous-estimé et que probablement il faut largement le multiplier par 3. Donc, malgré la relative rareté des formes sévères, cette pandémie est évidemment responsable de drames et a des conséquences sociétales majeures que chacun connaît. Donc, je vous rappelle encore, en simplifiant les choses, ici, que le SARS-CoV-2 donc, se fixe ce récepteur via la protéine spike, avec ces 2 domaines S1 et S2. S2 interagit avec le S2, TMPRSS2 a un rôle pour cliver la spike. Je n'entre pas dans les détails, mais les choses sont assez bien connues aujourd'hui, encore que ça, en fonction des variants, les interactions ne sont pas tout à fait les mêmes, et la pénétration du virus n'est pas tout à fait la même. Et cela se passe essentiellement donc, au niveau des cellules épithéliales de la sphère respiratoire supérieure. Et sur un plan moléculaire, vous avez l'image à droite de l'interaction entre le récepteur en vert S2 et la spike, et notamment du domaine en jaune sur la diapo
qui est le récepteur binding domain, qui comprend les épitopes principaux, enfin, les séquences principales d'interaction avec le récepteur, même s'il y en a aussi un peu dans la partie violette de la molécule, mais je n'entre pas dans les détails. Et les anticorps neutralisants, donc qui sont efficaces par définition, pour inhiber l'infection cellulaire, donc ceux que l'on cherche à générer évidemment par la vaccination, ciblent pour l'essentiel le récepteur binding domain. Donc pour lutter contre ce virus, il y a 3 mesures. Les mesures barrières, qui peuvent aller du simple port du masque jusqu'au confinement, le développement thérapeutique dont je ne parlerai pas, mais qui s'amorce, les anticorps monoclonaux et une molécule chimique pour l'instant, et la vaccination. Les mesures barrières ont joué un rôle majeur dans le contrôle de l'infection. Les thérapeutiques, c'est encore relativement limité, mais ça va se développer, et la vaccination, bien évidemment. Donc la vaccination, elle s'est développée rapidement, puisque, comme vous allez le voir, les vaccins sont devenus disponibles il y a maintenant un tout petit peu plus d'1 année. Comme vous le savez, la quasi-totalité des vaccins actuels repose sur l'immunisation contre la fameuse spike. Donc vous avez à nouveau l'image au sein de cette diapositive, et il y a plusieurs stratégies vaccinales qui ont été développées, celles qui prédominent largement, donc fondées sur les vaccins ARN, mais il y a aussi les vaccins vectorisés où en fait c'est le gène qui est incorporé dans un virus, un adénovirus inactivé. Et c'est le support de certains vaccins qui ont été utilisés comme l'AstraZeneca et le Janssen. Il y a les protéines recombinantes associées à un adjuvant, qui est une 3e stratégie plus classique. Il y a encore les virus inactivés qui ont été notamment beaucoup développés par les Chinois. Comme vous le savez aussi, donc je vais vite là-dessus, le développement de ces vaccins s'est fait très vite, mais très bien. La vitesse n'a pas été source d'affaiblissement de la rigueur du développement entre les études précliniques, les différentes phases cliniques, phase 1 jusqu'à phase 3, et puis la production en masse qui a été amorcée sans attendre le résultat des études cliniques grâce aux aides financières qui ont été apportées aux industriels. Donc, je n'entre pas dans tous ces détails maintenant connus. Donc, aujourd'hui, si on résume les principaux vaccins disponibles, en rouge, c'est ceux qui sont disponibles en France. Donc, les vaccins ARN, Pfizer et Moderna, qui sont très proches. La différence entre les deux, c'est une question de quantité d'ARN qui est, dans le vaccin, en tous les cas, utilisé en primo-vaccination, 3 fois supérieure chez Moderna. Les vaccins fondés sur les vecteurs adénoviraux, c'est AstraZeneca, Janssen. Les adénovirus peuvent provenir du singe, c'est AstraZeneca, ou les adénovirus qui infectent l'homme, Janssen, ou aussi le fameux vaccin russe, mais qui n'a pas été homologué en Europe. Vaccin protéines recombinantes, donc le vaccin Novavax vient d'être approuvé et devient disponible en petite quantité. On attend aussi le vaccin de chez Sanofi. Et enfin, les vaccins virus inactivés, je les mentionne parce que, en fait, ce sont ceux qui ont été le plus administrés dans le monde. On n'a pas cette idée en tête en général. Les 2 vaccins chinois, en particulier Sinovac et Sinopharm, ont été administrés à la quasi-totalité des Chinois et encore pas mal distribués dans le monde. Donc, c'est à peu près 3 à 4 milliards de doses administrées. Et il y a un vaccin franco-autrichien, Valneva, de cette catégorie qui pourrait peut-être un jour émerger. Mais globalement, l'efficacité de cette 4e catégorie de vaccins est nettement moindre. Elle n'est pas nulle, hein, loin de là, mais elle est bien moindre que celle des précédents, et en particulier des vaccins ARN. Un mot sur les vaccins ARN, qui, évidemment, dont on parle à juste titre beaucoup, pour rappeler que si nous disposons aujourd'hui de tels vaccins, c'est parce qu'il y a 60 ans d'histoire de recherche sur l'ARN, depuis sa découverte, l'ARN messager, en 1961, et un certain nombre d'étapes sont indiquées sur cette diapo que je ne vais pas commenter pour ne pas être trop long, mais pendant longtemps, il s'agissait évidemment de comprendre la biologie des ARN messagers, donc une recherche fondamentale, puis l'idée a émergé d'utiliser l'injection d'ARN messager dans des cellules pour faire exprimer des protéines, et de petit en petit, on est arrivé à des idées thérapeutiques, ou des idées par l'expression de protéines, ou des idées de vaccination, avec une difficulté, c'est la réponse inflammatoire induite par l'injection d'ARN dans des cellules. Et le truc que je vais vous montrer dans la diapo suivante, il a été découvert maintenant il y a 17 ans, c'est la modification de l'ARN qui a permis les succès, d'abord, enfin essentiellement évidemment pour le Covid, mais en sachant que la recherche était d'abord orientée vers l'utilisation de vaccination antitumorale et continue dans ce domaine et aussi en ce qui concerne les pathologies auto-immunes actuellement. Donc, l'idée générale est la suivante, elle est simple. Hein. On injecte l'ARN messager dans une cellule, en l'occurrence, si c'est une cellule présentatrice d'antigènes, on va induire une réponse immune contre la protéine. Le problème, c'est que l'injection d'ARN qui est synthétique et qui comprend à la fois de l'ARN double brin, comme c'est montré dans la diapo, et de l'ARN simple brin,
cet ARN est reconnu comme le seraient des ARN viraux par une série de récepteurs intracellulaires, les molécules de la famille Toll-like récepteurs, et dans des vacuoles endosomiques, et aussi dans le cytosol, notamment par les protéines MDA5, RIG1. Ça induit une inflammation majeure avec la production d'interférons, mais en fait tellement forte, ça induit la mort cellulaire. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas, très difficilement, par ce biais, obtenir évidemment une réponse vaccinaire. Donc le truc qui a été développé par Mme Carico et avec l'aide de M. Weissman, ça a été ces deux choses, une qui ne sont pas des choses extraordinaires, mais qui ont été efficaces. Un, c'est de purifier les molécules d'ARN simple brun, parce que l'ARN simple brun est moins activateur des différents récepteurs que j'ai évoqués. Et deuxièmement, probablement c'est la modification la plus importante, c'est au lieu d'utiliser de l'uridine comme une des 4 bases qui constituent l'ARN, d'utiliser la pseudo-uridine, comme c'est le cas des ARN ribosomaux, qui étaient connus pour être moins inducteurs d'inflammation. Et là, il y a moins d'inflammation, il reste un effet qui est un effet adjuvant, mais qui est acceptable et qui est même nécessaire, et qui permet d'induire une réponse immunitaire sans tuer les cellules dans lesquelles pénètrent les nanoparticules contenant l'ARN. Donc voici une nanoparticule, c'est ça qui est dans le vaccin. Des nanoparticules lipidiques avec des lipides cationiques, je ne rentre pas dans les détails, du cholestérol et plus du polyéthylène glycol pour éviter que les nanoparticules s'absorbent les unes sur les autres. Et dans son sein, il y a les molécules simples brun d'ARN. Donc le principe ensuite est simple, hein, c'est l'immunisation. On rejoint tous les principes d'immunisation et de la vaccination. Après fusion membranaire, la libération de l'ARN messager permet la traduction et la fabrication de la spike. Et donc cette spike, elle peut être présentée native au lymphocyte B et dans les cellules présentatrices d'antigènes, elle est dégradée en peptides. Peptides, vous en avez un ici par exemple, qui peut être reconnu par les lymphocytes TCD4 ou CD8. Ça se passe dans les organes lymphoïdes à partir de la migration des cellules dendritiques. Et en parallèle, la reconnaissance de cet ARN, dans une certaine mesure, par les mêmes récepteurs dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, induit un certain degré de réponse innée, pas excessif, qui est l'effet adjuvant qui est nécessaire à l'expression des molécules de co-stimulation des lymphocytes et permet d'avoir la réponse immune ad hoc. Voilà le principe de la vaccination. Donc, fondé sur ces principes, comme vous le savez, les vaccins ont été développés très vite. Si on fait un tout petit peu d'histoire, l'histoire commence le 11 janvier avec la publication de la séquence du génome de SARS-CoV-2. 2 mois plus tard, c'est assez remarquable, les premiers essais cliniques débutent. C'est d'abord Moderna. Pfizer suit très peu de temps après. À l'été dernier 2020, les essais de phase 3 débutent. Et les résultats de ces essais sont connus en décembre 2020, permettant la mise sur le marché de ces vaccins dès la fin décembre 2020 et en début 2021 en fonction des types de vaccins. Donc c'est vraiment une prouesse assez extraordinaire, puisqu'en plus tout ceci a été fait correctement, pas uniquement vite, mais vite et bien, ce qui est tout à fait remarquable. Donc ces vaccins sont efficaces. Je vous rappelle ce que l'on sait maintenant depuis 1 an. Ici, vous avez les données concernant l'essai de phase 3 du vaccin BNT 16-2B2, c'est-à-dire le BioNTech Pfizer. Vous voyez qu'en fonction du temps, ce qui est montré ici, c'est la cumulation d'infections. Pour les sujets qui ont su le placebo, progressivement, ils s'infectent les uns après les autres, alors que ceux qui ont su le vaccin s'infectent peu. C'est la courbe en rouge. Les sujets ont reçu 2 doses de vaccin, D1, D2, à 3 semaines d'intervalle. L'encadré montre que les 2 courbes décrochent à peu près 10-12 jours après la primo-vaccination. C'est là que le début de la protection apparaît. Et donc, l'efficacité en termes de protection contre l'infection atteint des chiffres assez remarquables, l'ordre de 95%, même si ensuite ça commence à diminuer avec le temps, comme vous pouvez voir. Et par ailleurs, je ne peux pas dans les détails, mais ces vaccins sont sûrs. Il y a peu de... Les problèmes, c'est les chocs anaphylactiques exceptionnels et les cas de myocardite, péricardite, 1 fois sur 20 000 chez les jeunes hommes après la 2e dose, et péricardite et myocardite d'évolution rapidement favorable. Ça, c'est les données pour le vaccin Moderna, c'est juste la même chose, sauf que là, il y a 2 courbes. En haut, c'est la courbe d'infection, et en bas, ce sont les formes sévères de la maladie, qui montrent que le vaccin protège contre l'infection, et d'ailleurs encore mieux contre les formes sévères de la maladie. Et de façon, ici, dans cette image, on a des données jusqu'à 8 mois après la vaccination. Donc, fondé sur ces données et la mise à disposition des vaccins, en France, ces vaccins ont commencé à être utilisés le 27 décembre 2020
Au début, il y en avait très peu, 1 million de doses en janvier 2021, ce qui était source de ces restrictions et des râleries évoquées par Plantu tout à l'heure dans son dessin. Donc, il a fallu hiérarchiser le mode d'administration. Et évidemment, ce sont les personnes les plus vulnérables qui ont été vaccinées en premier. En gros, les personnes les plus âgées et des personnes avec des pathologies qui les exposaient particulièrement au risque de maladies graves, donc les personnes les plus profondément immunodéprimées. Et puis, il y a eu un décrescendo. Juste pour vous rappeler les choses que l'on sait maintenant tous, mais c'est les facteurs de risque. Ici, ce sont des données allemandes. En abscisse, c'est l'hospitalisation et en ordonnée, c'est la mortalité. Et vous avez les situations de différentes pathologies. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, ce sont les personnes âgées de plus de 80 ans, donc qui sont celles qui sont les plus à risque d'être hospitalisées et de mourir. Les sujets âgés de 70 à 79 ans sont là. Incidemment, il y a une maladie qui est presque au même niveau, qui est aussi une source de très grande sévérité du Covid, qui est la trisomie 21, donc une des patients les plus prioritaires à la vaccination. Et puis, les transplantés d'organes sont là, donc c'est relativement sévère. Et puis là, il y a toute une série de pathologies à risque, mais quand même d'un niveau moindre que le facteur âge. Je les avais marqués d'ailleurs par des flèches, avec décroissantes en importance par rapport au risque. Et puis, il y a toute une série de pathologies, diabète, obésité, maladies cardiaques, etc., pulmonaires, qui sont des facteurs de risque, mais on voit bien quand même que c'est nettement moins que le facteur de risque lié à l'âge. D'où la stratégie qui a été de commencer par l'âge et de décroître progressivement. Je ne vais pas vous faire tout l'historique qui est indiqué ici, de l'élargissement progressif au fur et à mesure de l'arrivée des doses de vaccins, qui a permis à partir du 31 mai de vacciner tous les adultes, à partir du 15 juin de vacciner les ados aussi, et depuis le 22 décembre dernier, bien que ça ne marche pas très bien malheureusement pour l'instant, les enfants âgés de plus de 5 ans. Voilà. Alors en termes de couverture vaccinale, le résultat n'est pas mauvais, sans être parfait, puisqu'à ce jour, environ 53,4 millions de Français ont reçu une dose de vaccin. C'est un peu plus de 91% de la population éligible âgée de plus de 12 ans. Je n'inclus pas les enfants ici, sinon ça ferait baisser un tout petit peu les chiffres. Vous voyez la cinétique au fil du temps, et vous voyez en particulier la courbe bleue que la vaccination des adolescents s'est plutôt bien déroulée et assez rapidement, ce qui est une bonne chose. Si on regarde par rapport aux autres pays, ce qu'on a fait, on a fait moins vite que les trois courbes à gauche qui vous montrent donc en fonction du temps la couverture vaccinale pour la première dose. Donc ces trois pays étant Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont démarré significativement plus rapidement, pardon, mais qui ensuite ont atteint un certain degré de plateau. Et dans ces trois pays aujourd'hui, la couverture vaccinale est plutôt un peu moins bonne qu'en dans les pays de la communauté européenne, qui ont une cinétique très proche les uns des autres pour une raison évidente, qui est liée au fait que les vaccins ont été achetés ensemble par la communauté européenne, ce qui, je crois, a été une bonne chose. Et donc, les pays ont reçu les vaccins au même moment et les ont délivrés au même moment, même si ensuite, au fur et à mesure du temps, certains pays ont fait un peu mieux que d'autres, l'Espagne et le Portugal étant les leaders de la vaccination mondiale, mais la France se comporte pas trop mal. Néanmoins, il ne faut pas faire trop d'autosatisfaction, parce qu'il y a quand même aujourd'hui 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés du tout, et vous verrez tout à l'heure les chiffres, quelles en sont les conséquences en termes de maladies graves. Et parmi ces 5 millions, il y a 500 000 personnes âgées de plus de 80 ans. Il y a 10% de patients atteints de maladies chroniques, même 13% d'obèses. Pour les maladies psychiatriques à début dans l'enfance, c'est même 15 ou 17%, si je me souviens bien. Les sujets en addiction, les personnes en addiction aux opiacés, c'est 30% de non-vaccinés. Donc, ce sont des groupes à risque et c'est toutes les pathologies, même dans les transplantés, par exemple. On a 6-7% de personnes non vaccinées du tout, ce qui est juste une prise de risque terrible. Et on le retrouve pour la sclérose en plaques, il y a 13% de sujets non vaccinés. Pour les autres maladies auto-immunes, c'est autour de 10%. On sait que la sclérose en plaques, malheureusement, il y a les séquelles des allégations de poussée de la maladie déclenchée par le vaccin contre l'hépatite B. Mais il y a là un problème. J'attire votre attention parce que vous êtes vraiment dans cette sphère. C'est que ces 10, 12, 13% de malades atteints de maladies chroniques à haut risque de Covid sévère qui ne sont pas vaccinés, ce sont ceux qui aujourd'hui vont à l'hôpital et meurent. C'est clair. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour les vacciner. S'y ajoutent encore des personnes en situation de précarité. Donc, il faut faire tous les efforts possibles et qui impliquent les associations de malades, les groupes de médecins, bien évidemment, et puis toute une série d'actions, je parle plus pour les personnes âgées et les personnes en situation de précarité,
au niveau des mairies, au niveau des CPTS médicaux, au niveau des associations non gouvernementales pour essayer d'aller vacciner ces gens. Ça continue actuellement, il y a 50 à 60 000 personnes en France qui reçoivent leur primo-vaccination chaque jour, mais il y en a 5 millions au total. Ça fait beaucoup, malheureusement, encore à cibler. Après, il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées pour des raisons idéologiques ou culturelles. Et puis, il y a eu un moment un problème avec les professionnels de santé où ça plafonnait en fin de printemps 2021. Donc, de ce fait, comme vous le savez, pour ce qui est des professionnels de santé, une obligation a été mise en place avec succès. Et pour les autres, il y a eu une forte incitation avec le pass sanitaire et maintenant le pass vaccinal. Et ce pass sanitaire a eu une efficacité indiscutable. Si on regarde la courbe de vaccination en France comparée aux autres pays, notamment, c'est intéressant de voir par rapport aux Anglais, on avait 17 points de retard de vaccination le 12 juillet, le jour où le pass sanitaire a été annoncé. Et un mois plus tard, il n'y avait plus qu'un point de retard. Donc, on a rattrapé le retard clairement grâce au pass sanitaire. Et je pense que le pass vaccinal est aussi une bonne mesure qui va dans ce sens. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a eu l'apparition de variants, je vais y revenir, qui fait qu'on a des virus moins sensibles à la vaccination, même s'ils le sont partiellement. La courbe en bleu vous montre les différentes vagues et l'explosion de cas depuis décembre et actuellement, vous savez qu'on est à plus de 300 000 cas diagnostiqués par jour, il y en a probablement même un peu plus, qui se traduit heureusement par des conséquences en termes d'hospitalisation qui sont réelles, mais nettement moins importantes, qui ne sont pas en proportion, comme vous pouvez le voir. Si vous prenez la courbe en haut à droite, les personnes hospitalisées, évidemment, ça monte, ça continue de monter encore ces jours-ci, à des niveaux assez élevés, parce qu'on est à peu près à 23 000 personnes hospitalisées en France pour Covid, ce qui est beaucoup, mais vous voyez que c'est quand même inférieur au nombre de malades hospitalisés en première vague, deuxième vague et troisième vague, à un moment où il n'y avait pas de vaccin. Si on regarde les personnes en soins critiques en bas à gauche, c'est la même chose, et pour les décès, c'est la même chose, même si aujourd'hui, il y a plus de 200 morts par jour de Covid. Les gens oublient un peu, mais le Covid continue à frapper gravement, et on va voir tout à l'heure qui il frappe. Et la vaccination, évidemment, a joué un rôle en ralentissant la survenue des maladies graves. Vous avez la cinétique de vaccination collée dans le temps là, en haut à gauche et qui correspond à l'amoindrissement, la diminution du nombre de cas, malgré du nombre de cas hospitalisés, malgré la flambée d'infection. Alors, est-ce que le vaccin est efficace? Déjà, ce que je viens de le montrer l'indique. Vous avez ici la mortalité en EHPAD en fonction de la vaccination. Les courbes noires et rouges, c'est les premières et secondes doses. En gris sont les vagues, vague 2, vague 3, vague 4. Et en bleu foncé, ce sont les décès. Vous voyez qu'il y a eu une période pendant la deuxième vague, par exemple, ici, si j'arrive à mettre la flèche, voilà, il y a eu une période où il y avait 2000 décès par semaine en EHPAD. Et aujourd'hui, ça a remonté un tout petit peu, mais on est à l'ordre d'une cinquantaine de décès par semaine. Donc il y a eu clairement une efficacité. On peut le voir aussi, par exemple, si on met en parallèle les hospitalisations et les cas, et les décès et les cas, vous voyez que ce qui est en rouge, le nombre de cas est beaucoup plus fort que le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès, ce qui est à nouveau dans la période récente, depuis qu'il y a la vaccination, en nombre, c'est-à-dire dans cette 4e et 5e vague, alors qu'ici, 1, 2, 3, il n'y avait pas de vaccination et beaucoup plus de décès. A contrario, je viens montrer cette diapositive, même si elle montre des faits dramatiques. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas vacciné? Il y a une publication très intéressante il y a quelques semaines dans Science sur l'épidémie, c'est du variant Delta à Delhi, en Inde, dans une population qui était vaccinée, enfin, n'était pas vaccinée, 5% de personnes vaccinées. Donc, il y a eu une flambée absolument majeure d'infections, suivie de décès en nombre incalculable, au sens propre du mot. Ça a été absolument dramatique, c'est bien au-delà des chiffres qui sont indiqués là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré l'absence de vaccination, la vague s'est arrêtée d'elle-même. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle est arrivée. Pourquoi? Parce que 87,5% de la population s'est immunisée. C'est-à-dire qu'en gros, toute la population de Delhi a été infectée, 90% d'entre elles. Et donc, ça a permis d'induire une immunité naturelle, comme ça, certains disent aujourd'hui, laissons courir le virus et on aura une immunité naturelle. Oui, mais au prix, alors Delta, c'est plus grave qu'Omicron, mais au prix
à Delhi à l'époque, d'abord d'un système hospitalier totalement débordé et d'un nombre de morts incalculable. Donc c'est à contrario ce qui se passe quand on ne vaccine pas et les drames que ça provoque. Alors, un certain nombre de sujets méritent d'être discutés un peu plus. Je ne sais pas combien de temps tu me donnes encore. 15 minutes, je pense que ça va aller. La durée de la protection conférée par la vaccination. Alors, on sait que ici, c'est après la primo-vaccination, avec le temps qui passe, et en particulier chez les sujets âgés, plus de 60 ans, on voit réapparaître des cas de Covid sévère. Donc, il y a un effritement de l'immunité qui est indiscutable. Il est plus marqué sur l'infection, qui dépend directement du titre d'anticorps neutralisant, mais même sur les formes sévères qui dépendent aussi de l'immunité cellulaire. Vous avez ici les courbes de diminution des anticorps. À gauche, ce sont les anticorps totaux, en fonction de l'âge dans le deuxième graphique, et hommes-femmes en bas. Et à droite, ce sont les anticorps neutralisants qui ont une courbe biphasique, mais qui décroissent progressivement avec le temps dans les 6-8 mois qui suivent la vaccination. Donc, la durée de protection est de l'ordre de 6 mois, et donc tous les rappels dont je vais parler dans un instant. Est-ce qu'on a pu établir des corrélats de protection? Les gens aiment bien se faire doser leurs anticorps et se dire « j'ai un tel titre d'anticorps, donc je suis protégé ». Malheureusement, ça ne marche pas aussi bien que ça. D'abord parce qu'on dose des anticorps totaux, pas les anticorps neutralisants, et qu'ensuite, l'immunité, ce n'est pas que les anticorps. Donc, bref, chez les sujets en bonne santé, ça ne sert absolument à rien de se doser des anticorps, et ça peut induire des comportements qui ne sont pas adéquats et d'éviter les vaccins nécessaires. Par contre, pour les sujets profondément immunodéprimés, les dosages d'anticorps anti-S et qui doivent être quantitatifs sont absolument importants parce qu'ils guident la stratégie de vaccination. Le fait de faire une troisième, voire une quatrième dose et voir des rappels supplémentaires, voire des rappels supplémentaires. Et pour ceux qui ne font pas d'anticorps du tout, d'utiliser des monoclonaux, même si à l'égard de Omicron, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que le vaccin prévient la transmission? Je vais vous montrer des données indirectes là-dessus tout à l'heure. La réponse est oui, mais beaucoup moins bien que la protection contre les formes graves. Ça dépend du type d'anticorps neutralisant. Et puis apparaissent les variants. Donc, un mot sur Delta. D'abord, il faut se rappeler que ce virus ARN mute. L'ARN polymérase qui réplique l'ARN n'est pas fidèle. Et donc, il y a en permanence la génération de mutations du génome viral. Et certaines de ces mutations, évidemment, peuvent conférer un avantage sélectif au virus. Vous avez ici les variants classiques avant Omicron sur cet arbre phylogénique du virus qui est présenté horizontalement. Donc, le point de départ, c'est 0 en bas à gauche. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que alpha, qui a émergé en Grande-Bretagne, les différents variants bleus B117, sont assez distincts de bêta qui vient d'Afrique du Sud, de gamma qui vient du Brésil et de delta tout en haut qui vient d'Inde. Vous voyez que ce sont des embranchements vraiment différents. Donc, delta, il a posé problème parce qu'il a une affinité augmentée pour son récepteur, il a un meilleur taux de réplication, donc il a intrinsèquement un avantage. Il échappe un peu à la réponse anticorps, pas énormément, mais un peu, et il se trouve qu'il est plus virulent que les variants précédents. Alors, quid des vaccins contre Delta? Si vous regardez à droite pour le Pfizer vaccin ARN, comparé à l'efficacité sur alpha en fonction du temps, ça reste bon. Vous voyez, par exemple, pour l'hospitalisation, à 20 semaines après vaccination, c'est la primo-vaccination, hein, encore 93% de protection contre l'hospitalisation, 90% contre le décès. Donc, l'efficacité des vaccins contre Delta est bonne, mais, on l'a vu tout à l'heure, peut diminuer avec le temps, d'où la nécessité des rappels. Donc, les rappels, ça fonctionne, ça permet de produire des anticorps. Ici, vous avez des données pour le rappel Pfizer chez des sujets qui ont reçu ce rappel 8 mois après la primo-vaccination, donc relativement tard. Si on regarde le taux d'anticorps de ces sujets qui ont eu le rappel 1 mois après la 3e dose, comparé à 1 mois après la primo-vaccination, chez les sujets à gauche qui ont entre 18 et 55 ans, c'est 5 à 6 fois plus d'anticorps, que ce soit mesuré, neutralisant, que ce soit mesuré contre la souche sauvage ou contre Delta. Et à droite, chez les sujets plus âgés, c'est paradoxalement même encore mieux. Donc ça marche en termes d'anticorps et ça marche en termes de protection. Vous avez ici des données comparant en rouge les sujets qui ont reçu la primo-vaccination et en bleu le rappel. Vous voyez qu'on gagne un cran très important de protection contre l'hospitalisation, les formes sévères de la maladie et le décès, au moins ici c'est mesuré sur 50 jours, les 7 premières semaines qui suivent le rappel. Ça, c'est les données israéliennes qui montrent la protection, le niveau de protection en fonction du temps, en fonction des classes d'âge. Donc, le rappel marche
dans toutes les classes d'âge, chez les plus âgés et aussi chez les sujets avec comorbidité, dans une certaine mesure, mais c'est variable, avec chez les sujets immunodéprimés. Ça, c'est les mêmes données pour le vaccin Moderna. Donc, dans ce contexte, néanmoins, malgré l'efficacité des vaccins, on a observé une 5e vague liée à Delta avant d'être Omicron, parce que le contexte climatique hivernal y est plus favorable, ne serait-ce que parce que les gens se regroupent à l'intérieur, que l'efficacité diminue, que les gens ont relâché leurs mesures barrières et qu'il restait à l'époque 9% de sujets non vaccinés, sans parler des enfants. Donc, on a eu l'émergence de la 5e vague en bas à droite. Ici, c'est le nombre de cas en fonction du temps. Vous avez première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, Delta cet été qui a été contrôlée, mais 5e vague dans un contexte que je viens d'évoquer. Donc, les premières vagues ont été contrôlées par les confinements, en fait, et les suivantes sans confinement. Et enfin, la 5e n'est pas contrôlée encore, malheureusement, mais la 4e l'a été sans confinement avec la vaccination. Voilà. Et donc, dans ce contexte, il a été recommandé, début septembre, de proposer un rappel à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, à toutes les personnes fragiles. Et à partir du 1er décembre, ça a été pour tous les adultes. Là, on est arrivé au contexte Omicron dont je vais reparler, et on a raccourci le délai à 5 mois après la primo-vaccination au 1er décembre. Et voici la vaccination de rappel en France. Vous voyez que ça marche pas mal. Les courbes ne sont pas tout à fait à jour, là, ils ont 10 jours de retard, mais on a un bon taux de rappel. Mais par exemple, il reste quand même encore 24% des sujets âgés de plus de 65 ans qui n'ont pas eu de rappel. Et on va voir dans un instant que c'est absolument critique. Alors, la meilleure façon d'évaluer l'efficacité de la vaccination, quel que soit le contexte, ce sont ce genre de courbes. Qu'est-ce que montrent ces 4 courbes qui ont été faites par Guillaume Rosier, là, qui a développé le site Covid Tracker, à partir des données de l'adresse du ministère de la Santé. Donc, en fonction du temps, en abscisse, vous avez le nombre de cas ou le nombre d'hospitalisations ou le nombre de séjours en soins critiques ou le nombre de décès rapportés à 10 millions. Donc, les courbes orange-marron sont les gens non vaccinés. Les bleus, avec des degrés divers de bleu, sont les gens qui ont reçu 1 ou 2 doses de primo-vaccination, et les noirs, c'est les rappels. C'est tout à fait clair que les courbes noires, dans toutes les situations, sont en dessous des autres courbes, et que même pour les simples cas, le fait d'avoir eu un rappel diminue le nombre de cas, donc diminue l'infection, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et si on diminue l'infection, on diminue la transmission. Ce n'est pas parfait, bien sûr, mais il y a un facteur 3 environ. Et si on regarde les hospitalisations, etc., là, la différence devient absolument critique. Et si on regarde en fonction de l'âge, ça c'est essentiel, puisque ce sont les personnes à risque. Malheureusement, on n'a pas les données pour les personnes fragiles. J'espère qu'on les aura grâce à la CNAM. Ce serait intéressant, mais pour l'instant, on peut raisonner que en fonction de l'âge. C'est absolument clair. Pour les sujets âgés de 80 ans, et j'ai entouré en rouge ce qui est absolument critique, mais vous voyez que l'admission à l'hôpital des sujets âgés de plus de 80 ans qui ont reçu un rappel, eh bien, elle est d'un facteur, si j'arrive à relire les chiffres, c'est un peu petit pour moi ici, c'est 150 à peu près contre 4000. Donc, vous voyez, pour les gens non vaccinés du tout, et c'est intermédiaire pour les gens qui n'ont pas encore eu le rappel. Et pour les décès, on retrouve ces courbes. Il en est exactement de même pour les gens âgés de 60 à 79 ans. La bonne nouvelle, c'est jusqu'à ce jour, mais il faut suivre ça dans les semaines qui viennent, on n'augmente pas. Vous voyez que les courbes entourées des ellipses rouges n'augmentent pas. Donc, il semble que l'effet du rappel tienne. Pour les premiers qui ont su le rappel, c'est en septembre. Donc, ça fait maintenant 4 mois. Donc, la question qui se pose est, faut-il un deuxième rappel, même chez les sujets immunocompétents âgés? Peut-être pas encore pour l'instant. Il faut attendre. Pour les 40-59 ans, c'est la même chose. Et alors arrive bien sûr Omicron. Donc, Omicron, c'est encore une nouvelle lignée qui n'a rien à voir avec les précédents, comme vous pouvez le voir sur l'arbre phylogénique. Il est probable que ce virus a émergé chez un sujet en Afrique du Sud immunodéprimé et qu'il a accumulé un paquet de mutations au cours du temps. L'implication que si ça a pris beaucoup de temps pour générer toutes ces mutations et les sélections, c'est que forcément ce variant est moins sévère parce que sinon il aurait tué le malade. Et il n'a pas tué le malade. Donc c'est le revers positif de la médaille, enfin c'est plutôt l'inverse, je devrais dire, c'est l'aspect médaille du revers du fait que ce virus a été sélectionné et pose problème. Il pose problème parce qu'il a plein de mutations dans la spike, qui sont indiquées ici, et ailleurs dans son génome, qui favorisent, c'est le point essentiel, l'échappement à la réponse immune, qui améliore aussi ses capacités de réplication. Donc aujourd'hui, on a un virus qui a une moindre sensibilité à la réponse anticorps, on a un facteur 20 à 40 en termes de titres d'anticorps neutralisants.
Mais la réponse des lymphocytes est préservée, ce qui est important. Bon, en gros, ce virus a une transmissibilité accrue estimée à l'ordre de 80%. C'est simple de se rappeler des chiffres. On peut considérer que la sévérité est moindre de moins 80%. En Afrique du Sud, où le virus a émergé, il y a 2 fois moins d'hospitalisation et parmi les sujets hospitalisés, 4 fois moins de séjours en soins intensifs. Bon, mais c'est une population plus jeune. Enfin, les données ont l'air de se confirmer ailleurs, en Grande-Bretagne et en France. Mais donc, on dit oui, c'est très bien, ce virus n'est pas très sévère, sauf que vu le nombre de personnes infectées, malheureusement, on a quand même des hospitalisations nombreuses liées à Omicron. Vous avez ici les données d'anticorps qui vous montrent que la capacité de neutralisation des anticorps générés par les vaccins, ici Pfizer, contre Omicron, vous voyez par exemple, si vous prenez le schéma A en haut à gauche, le type de neutralisation est beaucoup plus faible que contre Delta ou a fortiori contre le virus sauvage. On a une vraie diminution, enfin, qui est mesurée de diverses manières. Ce qui est intéressant, si vous prenez maintenant les courbes du bas, les points du bas, pardon, après 3 doses, après rappel, vous voyez qu'il y a quand même une génération d'anticorps neutralisants. C'est moindre que contre Delta, c'est 4 fois moins, mais c'est quand même pas négligeable et ça confère une efficacité, une protection. Néanmoins, donc on a la vague Omicron, explosion de cas, on arrive probablement aujourd'hui au pic du nombre de cas en France. C'est évidemment extrêmement spectaculaire. Et aujourd'hui, Omicron représente, ça c'est des chiffres d'il y a quelques jours, en gros 90% des cas, mais vous voyez qu'il y a quand même encore du Delta qui n'a pas totalement disparu et qui est responsable de formes graves, et notamment chez les sujets fragiles, immunodéprimés, etc. Donc l'hypothèse en termes de ce qui va se passer après, avec les modélisations, ça c'est l'idée du nombre d'infections journalières en fonction du temps, 1er janvier, 1er février, en prenant en compte des niveaux de transmission plus ou moins augmentés et un niveau de protection par les personnes, d'accroître un peu les mesures de protection, par exemple le télétravail et autres mesures. On peut espérer passer, donc on est probablement à un pic autour de 300 000 cas, donc plutôt dans la courbe du milieu, et heureusement pas celle à droite, semble-t-il. On verra dans les jours qui viennent. Et en termes d'hospitalisation, il y a encore plusieurs possibilités qui nagent dans les 4 courbes en haut à droite de ce diagramme, qui prend en compte plusieurs hypothèses donc sur la transmission, sur l'augmentation des mesures barrières comme le télétravail et d'autres, et le niveau de sévérité. En haut, ce sont les considérer que ce virus est encore moins sévère que la souche initiale, ce qui est probablement le cas. Mais on voit qu'on peut quand même encore avoir un nombre d'hospitalisations quotidiennes dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent assez élevés, qui peuvent aller de 2000 au pire des scénarios à 5, 6, 7000 dans les scénarios aujourd'hui réalistes, ce qui reste problématique. Et même si ensuite, par contre, on devrait voir le nombre d'hospitalisations diminuer fortement au courant février. Je vais passer ça. Donc le vaccin, ils sont relativement efficaces. La bonne nouvelle, c'est qu'on préserve, ça c'est ici, vous avez l'efficacité de la dose 2 en termes d'efficacité contre l'infection. Vous voyez que sans rappel, la courbe en cercle gris, la première courbe à gauche, il ne reste plus grand-chose 25 semaines après la deuxième dose. On est à 10% de protection, il n'y a plus rien. Mais après rappel, vous voyez avec le Pfizer, on remonte à 70% contre l'infection, mais ça diminue. On est à 45% à 10 semaines. C'est un peu mieux avec le Moderna, qui est un vaccin un peu plus efficace parce qu'il est plus dosé. La bonne nouvelle, c'est que les données récentes de cette semaine, c'est que la protection contre le risque d'hospitalisation est encore bon à 90%, 3 mois après le rappel avec Pfizer. Donc, on est protégé contre Omicron par la vaccination et ça montre l'importance cruciale du rappel et a fortiori, évidemment, l'importance cruciale du rappel chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles, les malades. Ceci est critique. Je vous arrête probablement. 2 minutes, on va... Ouais. Peut-être ça, cette diapo est importante dans le contexte, c'est celle-ci. Donc aujourd'hui, dans ce contexte, depuis le 1er janvier, il est préconisé que le rappel, excusez-moi, soit fait dans un délai raccourci pour accélérer le rappel pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, pour toute la population adulte. Nous, on a préconisé qu'il en soit de même pour les adolescents, mais l'HAS, pour l'instant, ne l'a pas encore retenu, mais j'espère qu'on pourra le faire aussi pour les adolescents. Et se pose la question de la 4e dose. Donc, je pense aujourd'hui, en raison des courbes que je vous ai montrées, c'est une réponse temporelle d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas d'indication de 4e dose, sauf pour les sujets profondément immunodéprimés, ce qui était déjà préconisé il y a quelques semaines.
Donc, il ne faut pas oublier que pour toutes ces personnes qui ont répondu un peu à la vaccination, il faut leur faire une 4e dose sans attendre, disons, 3 mois après le premier appel. C'est vraiment vital et la période critique, c'est entre maintenant et fin février. Et on sait que cette vaccination elle est efficace dans les jours suivants. Donc, c'est absolument essentiel pour eux qu'ils reçoivent ces rappels et s'ils ne répondent pas, d'utiliser les monoclonaux. Les Vushel, c'est le seul aujourd'hui disponible qui a une certaine efficacité.